pense que c'est une initiative très opportune de la part de l'UNAFAM, puisqu'on fête les 10 ans de la loi de 2005, de revenir sur un certain nombre de points. Oui, ça a été une bataille importante que de faire reconnaître la maladie comme étant source de handicap. Et il y a eu des résistances très fortes. À cet égard, d'ailleurs, je tiens d'entrée de jeu à le dire et à le saluer, le rôle et la place de l'UNAFAM ont été essentiels dans ce débat-là, parce que l'UNAFAM a apporté des éléments de preuve de la nécessité à la fois d'identifier la dimension maladie et d'identifier la dimension handicap, c'est-à-dire à la fois d'apporter une réponse en termes de soins et en termes d'accompagnement et qui soit complémentaire. Et d'ailleurs, ça a abouti à la création des GEM. Et puisque lorsque je suis arrivé, j'ai entendu Jean Caneva s'exprimer et conclure son propos, je voudrais tout particulièrement le saluer, parce que, avec la pugnacité qui est la sienne, il a largement contribué, avec vous derrière lui, à faire avancer tout ça. Ça a été très difficile et je vais en profiter pour rendre hommage à quelqu'un qui, au fond, a été celui qui a fini par trancher cette affaire. C'est le président de la République de l'époque. Sans doute éclairé par ce qu'il pouvait vivre personnellement, il a tranché le débat en disant oui, la maladie mentale, sous toutes les formes qu'elle peut revêtir, est absolument source de handicap et par conséquent, il faut l'inclure dans le dispositif législatif en création. Alors il y a eu des résistances, d'ailleurs des résistances qui étaient de bonne foi, mais qui étaient erronées. Au bout du compte, non seulement il fallait identifier ça dans la loi c'est la garantie. Il faut veiller d'ailleurs à ce que les tentations de la détricoter ne soient pas satisfaites. Et puis, il fallait apporter une réponse institutionnelle. Et c'est à l'époque que l'on a conçu et mis en place les fameux GEM. Ça, c'est vraiment le legs sur le plan doctrinaire, sur le plan institutionnel de la loi de 2005. Pour être complet, la loi de 2005, elle a été discutée et adoptée dans un contexte politique et économique différent. Et ce qu'il est important pour un groupe de pression authentique comme l'UNAFAM, c'est de veiller à ce que, lorsque le juge est saisi, il applique bien la loi et qu'il ne fait pas de concessions au contexte. Et puis, ce qu'il faut, c'est obtenir de la part des pouvoirs publics, parce que ça, c'est du concret, mais une loi, ça ne suffit pas. C'est un texte prometteur, qui a de l'influence, mais si on ne réunit pas les moyens pour sa mise en œuvre dans la durée, on est menacé. Et 10 ans après, c'est un point important. Et d'ailleurs, les gestionnaires, que beaucoup ici sont par ailleurs, peuvent le constater, exercice budgétaire après exercice budgétaire. Peut-être un petit mot sur les deux grands piliers de la loi, puisqu'on va en parler dans un instant, la compensation et l'accessibilité. Dans le grand public, on voit assez bien ce que ça peut représenter pour un handicap moteur, un handicap visuel ou des handicaps, que j'allais dire peut-être plus classiques, plus connus. La question de la compensation et de l'accessibilité, elle concerne bien tous les handicaps, et c'était bien l'esprit dès 2005, Patrick Goé. Tout à fait. C'était pas évident d'ailleurs, parce que on avait été formaté à l'aune de la classification de Wood, l'ancienne classification internationale. Et on a fait la loi à un moment où l'OMS avait eu recours à une autre classification, la classification du fonctionnement de la santé, celle qui aujourd'hui inspire notamment la politique internationale. Alors d'abord, c'était pas évident du tout de faire évoluer les esprits en France. Il fallait identifier à la source du handicap, pas uniquement la déficience, mais aussi l'inadaptation de l'environnement. Alors, quand on arrive à la question du handicap psychique, on voit à peu près quelle peut être la cause d'ordre physiologique, mais c'est moins évident en ce qui concerne la cause d'ordre environnemental. Eh bien si, il y a beaucoup une question de culture, beaucoup une question de regard sur la question de la maladie mentale. Et d'ailleurs, le regard traditionnel porté sur elle freinait, faisait obstacle à la reconnaissance de l'existence à la clé d'un handicap. Mais le handicap psychique relève totalement des 3 ou 4 dimensions de cette loi.
D'abord, il est le fruit d'une interaction entre une incontestable déficience de nature psychique, psychiatrique, et puis un environnement qui continue de porter un regard ayant pour référence des images antérieures, une culture antérieure contre laquelle... Et je pense que l'introduction du handicap psychique dans le paysage politique nous a aidé à aller très loin dans ce que l'on mettait derrière la notion d'environnement. Le handicap psychique a facilité la possibilité pour la collectivité de dire mais il n'y a pas que l'environnement physique, il y a aussi l'environnement psychologique, l'environnement culturel. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, il y a la compensation, il y a l'accessibilité, c'est-à-dire la lutte contre les poncifs, mais il y a aussi la place du handicap psychique dans la réponse qui doit lui être apportée en termes de solidarité, c'est-à-dire sa prise en compte par notamment cette institution que le législateur de 2005 a mise en place, c'est-à-dire la maison départementale des personnes handicapées. Et on a rencontré des résistances à l'époque, des résistances politiques, y compris de la part, et des résistances compréhensibles, contre lesquelles il fallait se battre et qu'il fallait vaincre, mais des résistances notamment de la part des départements à qui on confiait la charge de la MDPH, qui n'avaient rien demandé sur le sujet. Il voulait bien s'occuper de la politique des personnes âgées, mais il n'avait rien demandé en ce qui concerne la politique des personnes handicapées. Donc peut-être d'ailleurs qu'ultérieurement, dans les débats de la table ronde, ce point-là sera évoqué. Mais il faut l'évoquer parce que je ne suis pas sûr que l'on ait partout, complètement et surtout avec qualité, pris en compte cette dimension du handicap. Je voudrais quand même rappeler d'abord le titre de cette loi. La loi de 2005 a un titre très ambitieux et un grand idéal, c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc ça, c'est déjà très important. Chaque mot a son importance. Cette loi, donc, elle fixe un cadre juridique, d'abord en donnant une définition du handicap. Ça, c'est extrêmement important, puisque c'est cette définition qui va conditionner tout le travail, justement, des MDPH et tout ce qu'on appelle l'accès aux compensations et, par ailleurs, la problématique de l'accessibilité. Donc, cette définition du handicap, je crois qu'il est quand même bon de la rappeler, parce que c'est grâce à cette définition que nous sommes entrés dans le champ du handicap. Et c'est une révolution, on verra tout à l'heure pourquoi. Donc, la définition est la suivante. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle et durable d'une ou plusieurs fonctions motrices, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques ou d'un trouble de santé invalidant. Donc vous voyez bien que là, c'est la première fois qu'on introduit le mot psychique dans une définition du handicap et il a été rappelé tout à l'heure que ça a été un grand combat. Alors, outre cette définition, qui est donc importante puisque là, du coup, on parle bien de personnes et non plus de patients. Donc on voit déjà tout de suite l'intérêt pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques de sortir de ce statut de patient, de malade psychique ou de malade mental, comme on disait à l'époque, pour devenir une personne, un citoyen comme un autre, qui certes a un problème de santé qui va entraîner des limitations d'activité, des restrictions de participation à la vie sociale, et qui entre dans ce champ du handicap, c'est-à-dire qu'il a accès dorénavant au droit à la solidarité. C'est écrit, c'est un des articles de la loi, le droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui reconnaît à la personne handicapée l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. La loi, également, dans un autre article, fixe le droit à compensation des conséquences du handicap, et il est dit, quelle que soit l'origine et la nature de la déficience, l'âge ou le mode de vie de la personne. Et qu'est-ce que c'est la compensation ? Eh bien là encore, c'est tout à fait décrit dans la loi. Il est dit que la compensation, c'est le fait de répondre de façon individuelle aux besoins
On verra que l'accessibilité, c'est la réponse au niveau de la collectivité pour agir sur l'environnement. La compensation, ce sont les aides individuelles personnalisées. Et le texte de loi précise, il s'agit de l'accueil de la petite enfance, scolarité, enseignement, éducation, insertion professionnelle, aménagement du domicile ou du cadre de travail nécessaire au plein exercice de sa citoyenneté, de sa capacité d'autonomie, et du développement ou de l'aménagement de l'offre de services permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit. C'est écrit dans la loi. Du développement de GEM ou de place en établissement spécialisé, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté. Ce sont les mots exacts des articles de loi. Donc, maintenant, les compensations, on va dire les compensations, on voit bien que c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour permettre aux personnes en situation de handicap donc de dépasser ces limitations d'activité et d'aller vers plus d'insertion sociale. Alors, pour bien comprendre, pour répondre à votre question, il faut essayer de comprendre un petit peu le processus d'accès aux compensations. Comment on y arrive? Eh bien, effectivement, les MDPH sont la porte d'accès à ces aides spécifiques. Comment ça se passe? Tout part de l'expression de la demande. La personne doit donc exprimer ses besoins, ses attentes, dans un projet de vie, nous dit-on, qu'elle va formuler ou que son tuteur formulera avec elle. On voit bien que déjà, il y a une première difficulté, puisque nous, dans le champ du handicap psychique, on est très souvent devant des personnes qui ne sauront pas exprimer leurs besoins ou qui n'iront pas spontanément vers une demande d'aide. Suite à l'expression de cette demande, évidemment étayée par un certificat médical, puisqu'on entre dans le champ du handicap par le certificat médical, il faut l'altération de fonction substantielle et durable. L'équipe pluridisciplinaire de la MDPH va évaluer les besoins de la personne, mais pour évaluer ses besoins, il faut qu'elle connaisse parfaitement les besoins et la situation, parce que pour un même diagnostic, par exemple, on va prendre un diagnostic de schizophrénie, les retentissements dans la vie de la personne vont être totalement différents d'une personne à l'autre, totalement. Et ils sont inimaginables. Personne ne peut deviner comment Pierre, Paul ou Marie va vivre avec cette maladie. Quelles seront ses capacités, ses difficultés, etc. Donc il faut l'évaluation des besoins pour élaborer un plan personnalisé de compensation. Et ce plan personnalisé de compensation, c'est le fait de répondre à ces besoins par tout un ensemble d'aides, de prestations, de ressources, qui passent donc par ce qu'on appelle, des mots un peu barbares, l'étude de l'éligibilité à cette prestation. Par exemple, il ne suffit pas d'avoir besoin de ressources et de demander l'AH pour l'obtenir. Encore faut-il répondre à des critères d'éligibilité qui dépendent de textes réglementaires. Et on va voir pourquoi c'est important. Ainsi, par exemple, vous connaissez le fameux guide barème qui sert à fixer le taux d'incapacité. Et le taux d'incapacité est l'un des critères d'attribution de l'allocation adulte handicapé. Donc voilà tout ce processus. Ensuite, quand ce plan est élaboré, il est transmis à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, qui va prendre les décisions et qui va notifier ces décisions à la personne. Mais le travail de la MDPH s'arrête là pour l'instant. Mais après, il y a la mise en œuvre des compensations. Parce que, par exemple, il ne suffit pas d'avoir une orientation vers un foyer d'accueil médicalisé en poche, encore faut-il qu'il y ait une place. Donc, la question des compensations, vous voyez bien que c'est toute une chaîne. Donc, en 2015, quel constat? Parce que j'ai très peu de temps, donc il faut que j'aille vite. Les constats que l'on peut faire et des évolutions possibles, des prospectives. D'abord, on va reprendre la chaîne. Il faut arriver à faciliter l'expression des besoins, l'émergence de la demande. Il faut avoir un accompagnement de la personne. Accompagner la personne vers la MDPH, c'est déjà de la compensation. Hein, c'est clair. Bon, il faut aussi donner une image positive de la MDPH. Une image positive en ce sens qu'elle ouvre la porte justement à des compensations qui vont favoriser
disons, le chemin vers plus d'autonomie. C'est très important. C'est pas stigmatisant. Ce qui est stigmatisant, c'est de laisser les gens à l'abandon, à l'écart sur le bord de la route, de les laisser enfermés en psychiatrie. Ça, c'est stigmatisant. Mais de leur permettre d'accéder aux droits fondamentaux de tout citoyen de notre belle République, ça n'a rien de stigmatisant. Bon. Alors ensuite, il faut améliorer le dossier de demande. Parce qu'il ne suffit pas de dire ben voilà, j'ai des difficultés pour ceci ou cela, donc voilà, j'aurai des besoins. Mais il faut une description fine de ces difficultés, de ces besoins. Il faut améliorer ensuite l'évaluation du handicap psychique dans les MDPH. Vous savez qu'aujourd'hui, 87% des MDPH déclarent avoir des plus grandes difficultés à évaluer les situations de handicap psychique. Il faut une grille de lecture handicap psychique des textes, c'est évident. À la fois des textes qui permettent l'évaluation des besoins, des textes qui permettent l'éligibilité aux aides et aux prestations. Et donc, bon, c'est pour ça qu'on est quand même très content du projet de la CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui dès 2016 va constituer un groupe de travail pour l'élaboration d'un guide des troubles psychiques à destination des MDPH. Il faut améliorer l'éligibilité aux compensations. La prestation de compensation du handicap, qui a été inventée par la loi de 2005, elle permet de dédommager les aidants familiaux, pas un tarif dérisoire, 3 € et quelques de l'heure, vous voyez, on n'est pas payé cher, ou de rémunérer des auxiliaires de vie. Ça, c'est fondamental. Madame Bungener, tout à l'heure, nous disait, il y a de plus en plus de personnes handicapées psychiques qui ont leur propre domicile. Eh bien, il faut des auxiliaires de vie pour certains d'entre eux, à certains moments de leur vie. Ce n'est pas forcément la famille qui doit tout faire à tout moment. Mais pour pouvoir financer les auxiliaires de vie, il faut avoir la prestation de compensation du handicap. Or, souvent les MDPH disent « Ah bah oui, on reconnaît vos besoins, ça c'est vrai, mais vous n'êtes pas éligible à la PCH, allez hop, circulez. » Donc, il y a tout un travail à faire sur les textes d'éligibilité. Ensuite, il faut améliorer la mise en œuvre effective des compensations. Parce que dans notre pays, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des associations gestionnaires dans le champ du handicap psychique absolument remarquables, qui font un travail d'accompagnement à l'insertion sociale, à l'insertion professionnelle, tout à fait satisfaisant, qui change la vie des personnes complètement et la vie des familles. Alors il faut développer cette offre. Il ne faut pas se contenter de quelques petites structures par-ci, par-là. Il faut développer cette offre. Donc, regardez, prenez un exemple. Ce sont des services souvent à coût très raisonnable. Récemment, j'ai eu quelques chiffres. Par exemple, un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, ça revient à 30 € par jour et par personne. Espoir 54 à Nancy, qui est un SAVS bien connu, calcule cette année que son budget annuel correspond à environ 2000 journées d'hospitalisation, soit une hospitalisation de 20 jours pour 100 patients. Avec ce même budget, l'association Espoir 54 accompagne 600 personnes tout au long de l'année. Et l'accompagnement, évidemment, permet de ne pas être réhospitalisé, de ne pas faire des rechutes en permanence. Donc vous voyez bien que là, c'est évident. Il faut donc une coordination des acteurs, une formation des intervenants. Donc, pourquoi est-ce important? Et j'en arrive à ma conclusion. Alors, c'est très important cet accès aux compensations. Pourquoi? Parce que pour les personnes handicapées, l'accès à des aides adaptées va favoriser, on l'a vu, le mieux vivre. Depuis la désinstitutionnalisation, vous savez que c'est un mot à la mode aujourd'hui. Nous, on sait ce que c'est, hein, ça fait 60 ans qu'on vit la désinstitutionnalisation et on en paye les frais. Depuis ce moment-là, on dit les malades psychiques vivent dans la cité. Ouais, d'accord, mais ils vivent comment, avec qui, avec quoi, avec quel accompagnement? Donc, l'accès aux compensations va permettre justement de mieux vivre dans la cité, va permettre d'aller vers du mieux-être, vers ce qu'on appelle aujourd'hui le rétablissement, c'est-à-dire la possibilité de mieux vivre avec sa maladie. C'est ça, fondamental. Ça permet aussi, cette loi de 2005, et c'est en ça qu'elle est révolutionnaire, elle permet aux malades psychiques de sortir du champ clos de la psychiatrie.
C'est très important. Pour se loger, pour se nourrir, pour se vêtir, pour travailler, les personnes ne dépendent plus uniquement de la psychiatrie. Il y a d'autres acteurs qui interviennent. Bien entendu, avec la psychiatrie, parce que sans un soin de grande qualité, en continuité, en interaction avec les accompagnements sociaux et médico-sociaux, on ne peut rien bâtir. Donc nous avons besoin d'une psychiatrie forte, d'une psychiatrie moderne, innovante. Mais il nous faut aussi autre chose. Donc, pour les familles aussi, c'est très important. Je vais vous lire juste pour terminer 2 petits témoignages. 2 petits témoignages, c'est des parents d'un jeune qui a 38 ans aujourd'hui, malade depuis petit. Hein. Et vous allez voir comment l'accès aux compensations pour les personnes handicapées psychiques est un bienfait pour les familles. C'est un bienfait pour les familles, pour nous. Ils nous écrivent « Notre fils souffre de troubles psychiques depuis l'enfance. Il a eu de gros problèmes dans sa scolarité. Il n'a pas pu suivre d'études ou de formation. Il est resté chez nous jusqu'il y a 3 ans. Ces troubles étaient importants et nous n'imaginions pas qu'il pourrait un jour s'en sortir, malgré son souhait répété de vouloir travailler comme tout le monde. Il allait à un GEM, où il va toujours d'ailleurs. Puis, avec le soutien du CMP, il a pu faire un stage court en ESAT, près de chez nous. Et la MDPH lui a accordé la RQTH, orientation ESAT, et un accompagnement par un SAVS. Il est entré à l'ESAT à temps partiel. Puis progressivement, avec le SAVS, nous avons pu l'amener à prendre un petit logement non loin de chez nous. Aujourd'hui, c'est inespéré, il va beaucoup mieux. Sa vie a été transformée et la nôtre aussi. Et le deuxième témoignage dans un autre champ, c'est celui d'un monsieur très âgé, avec sa femme, qui ont un fils qui approchait la soixantaine, qui avait toujours vécu chez eux, qui ne cessait pas d'entrer-sortir de l'hôpital, et qui écrivent « Notre fils de 58 ans souffre d'une schizophrénie qui l'invalide beaucoup. Il est enfin hébergé dans un foyer d'accueil médicalisé depuis 1 an. Voilà des années qu'il avait cette orientation vers un FAM, mais faute de place, il vivait chez nous, multipliant les hospitalisations. Son état s'est stabilisé, il a repris des activités, des relations avec les autres au sein du FAM. Il rentre chez nous 2 week-ends par mois. Nous sommes soulagés, car nous étions épuisés et hantés par cette question. Que deviendra-t-il après nous ? Nous avons retrouvé une tranquillité d'esprit. Donc, je termine simplement en disant que cette loi de 2005, avec l'accès aux compensations, avec aussi le travail qui se fait autour de l'accessibilité, et nous commençons à y travailler depuis pas mal de temps à l'UNAFAM, c'est fondamental. C'est une révolution pour la psychiatrie. Je crois que c'est une date 2005 qui marquera l'histoire de la psychiatrie. Une grande date. C'est une révolution pour nos proches qui souffrent de maladies psychiques et c'est une révolution pour nous. Et donc le développement de ces compensations, le développement de l'offre, je dirais que c'est un enjeu majeur de société. C'est un enjeu à la fois économique et c'est un enjeu de santé publique. Et je voudrais terminer par rendre hommage quand même à tous les gens de l'UNAFAM. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de tout ce qui a été fait pour faire émerger cette population dans la loi de 2005. Et l'UNAFAM a été un acteur majeur. Et depuis 2005, l'UNAFAM est un acteur majeur, essentiel, dans l'application de cette loi. Parce qu'une loi, elle se met en œuvre sur le terrain, de façon continue, quotidienne. Et les bénévoles de l'UNAFAM, que ce soit dans leur représentation dans les MDPH, dans les délégations, dans leur travail avec les institutions, tout ce qui se fait autour de cette loi, ont un rôle fondamental, essentiel. Et ça se fait souvent, c'est pas assez dit, je pense, et ça n'est parce que c'est un travail difficile, mais ô combien important. Toutes les personnes qui souffrent de troubles psychiques, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent pas accéder à l'emploi, même en milieu protégé, et que celles pour qui c'est possible, ça ne va pas être dans n'importe quelles conditions et à n'importe quel moment. Mais j'étais très intéressée par les interventions précédentes, et en particulier celle de Roselyne Touroud, qui effectivement a donné un exemple de progression, de situation qui a évolué pour une personne qui, en fait, dans ce qu'elle nous a dit, est revenue de loin. Ça montre donc que c'est possible. Voilà.
c'est possible, mais ça demande, bien entendu, qu'on ne soit pas, et c'est vrai que quelquefois il y a une réticence du corps médical, c'est-à-dire on soigne et on verra après. Voilà. Et alors qu'il faut effectivement, bien sûr, être dans les traitements, mais il faut être, comme l'a dit le docteur Kako, de ce qu'il a appelé la réadaptation, qu'on peut appeler la réhabilitation, la remédiation cognitive, enfin, etc. Tout ça sans attendre, c'est-à-dire très, très vite engagé pour aller vers l'insertion, quand c'est possible. Alors, qu'a apporté la loi par rapport à l'insertion professionnelle ? En ce qui concerne le travail protégé, c'est-à-dire les ESAT, ça a apporté une visibilité. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, on essaie de voir où sont les personnes handicapées psychiques, dans quel type d'établissement, on se rend compte que pour 3/4, elles sont dans des établissements mixtes, c'est-à-dire handicap mental et handicap psychique. Voilà. Et donc seulement 1/4 sont dans des établissements spécifiques. C'est vrai que ça va être très difficile de demander la création d'établissements accueillant des personnes handicapées psychiques. Et donc, on va être là, si on veut être positif en ce qui concerne l'avancement de l'insertion, on va être obligé d'examiner comment on peut s'y prendre. Mais d'abord dire pourquoi, finalement, on ne souhaite pas que les personnes, on ne souhaite pas a priori, que les personnes en situation de handicap psychique soient dans des établissements mixtes. Ce n'est pas une position de principe que nous avons. C'est parce que nous savons qu'il y a besoin de conditions favorables qui ne sont pas réunies dans ces établissements. La première condition favorable, c'est que les personnels soient formés. Tous les personnels, tous ceux qui sont, ça va de la secrétaire à la personne qui encadre directement, le directeur, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle connaisse la maladie, surtout les manifestations du handicap psychique. C'est la première condition. Ensuite, nos proches, ce sont des personnes qui ont des traitements qui sont souvent lourds. La maladie a une influence aussi sur leur état de santé général. Et donc, elles ne peuvent pas toutes travailler à temps plein. Donc, il faut du temps partiel. Il faut que ce soit développé. Par ailleurs, dans les établissements qui sont finalement en direction des personnes handicapées mentales, ce qui leur est proposé comme activité de manière générale, ce sont des activités qui sont très répétitives, qui correspondent effectivement à des personnes qui ont une déficience mentale, une déficience intellectuelle, pardon. Or, nos proches, ils ont gardé des capacités intellectuelles, certes, ils ont quelques difficultés cognitives, et c'est tout à fait vrai, mais ce qui est vraiment pour les motiver, moi je le vis personnellement à travers mon proche, pour les motiver, eh bien, il faut qu'ils aient des activités qui présentent un intérêt et qui correspondent à leurs capacités. Voilà. Et puis, il faut que dans ces établissements, bien sûr, il y ait le lien avec le sanitaire, parce que le sanitaire, ça va être autant la psychiatrie que tout ce qui touche au niveau du somatique. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on ne peut pas, nous, accepter que les personnes, nos proches, aillent dans des établissements qui ne sont pas adaptés. Alors, que faire maintenant pour être positif? Parce que ça, c'est la situation actuelle. Il peut y avoir un redéploiement d'un certain nombre de places d'ESAT, et j'ai rencontré récemment une grosse association qui s'appelle Messidor et qui est en train d'essayer de travailler avec certaines ADAPI pour que dans des départements, il y ait effectivement des établissements de transition qui accueillent les personnes qui sont en situation de handicap psychique. Donc ça, c'est une solution et il faut vraiment retravailler ce redéploiement. Deuxième, pour avancer là encore aussi, parce que de toute façon, on ne pourra pas aller contre. Donc je pense qu'il vaut mieux que ce soit nous qui soyons acteurs. Il faut effectivement, et on est en train de faire une grande enquête sur l'emploi des personnes handicapées psychiques au niveau d'UNAFAM, dans le cadre de notre observatoire, il faut que nous repérions dans des établissements mixtes. Qu'est-ce qui fait que dans certains endroits, on va partir de bonnes pratiques, parce que les mauvaises pratiques, c'est toujours plus facile. Les bonnes pratiques, c'est plus difficile. Eh bien, repérer dans des établissements, en allant interroger, en s'appuyant sur nos délégations, qu'est-ce qui fait que dans certains établissements mixtes, nos personnes s'épanouissent. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le milieu protégé. En ce qui concerne le milieu ordinaire, alors là, c'est quelque chose qui est compliqué. Parce que, d'abord, les personnes handicapées, globalement, sont quand même 2 fois plus au chômage que les personnes valides.
Et puis, c'est vrai que les employeurs, malgré l'obligation de la loi qu'il peut y avoir, les employeurs, lorsqu'ils engagent une personne, ils emploient une personne handicapée, ils ne vont pas, on va dire les choses, ils ne vont pas se tourner forcément vers des personnes dont ils ne voient pas d'abord quel est le handicap. Et puis, il y a toujours cette représentation de la personne malade mentale qui fait que, eh bien, c'est extrêmement difficile. Et je ne suis pas sûre que nous ayons beaucoup progressé depuis qu'il y a la loi à ce niveau-là. Et on sait que dans les entreprises, et il y a encore récemment, hier, on m'a cité un cas, dans les entreprises, quand il y a des difficultés, eh bien, c'est la mise en invalidité. Voilà, c'est la réponse de l'entreprise. Et là, vraiment, on a du travail à faire pour que ça évolue. Alors, le point positif par rapport à depuis qu'il y a la loi, c'est notre visibilité. En fait, c'est ça. C'était vrai pour le travail protégé et c'est vrai aussi dans le milieu ordinaire. C'est-à-dire, comme il y a une visibilité, avant, nous ne participions finalement dans tout ce qui concerne le handicap. En ce qui concerne l'emploi, l'insertion professionnelle, on ne participait pas. Donc, progressivement, on a pris notre place. On a eu des personnes des bénévoles d'UNAFAM qui ont participé très régulièrement aux travaux du CNCPH. On est à la NESP. On a un représentant au FIPHFP, c'est-à-dire les fonds collecteurs pour le handicap. Et récemment, on vient après élection au sein du comité d'entente, on est représentant à la GFIP pour la première fois, pour défendre justement, parce qu'on parle de prestations ponctuelles, la GFIP met en place plein de choses qui ne correspondent pas à nos besoins. Et là, on va pouvoir porter la parole, bien sûr, de l'ensemble des personnes handicapées, mais en particulier du handicap psychique. Et là, c'est vraiment la ténacité de l'UNAFAM pour arriver à avoir un poste. Et ça s'est fait par vote. Donc, on est très présent. Et le fait d'être présent dans toutes ces instances, et puis aussi de rencontrer les pouvoirs publics, je veux dire, à un plus haut niveau, fait que dans le discours des politiques, il y a eu des changements. C'est-à-dire, on parle du handicap psychique. Le rapport de Mme Lohéroux s'est quand même beaucoup attaché au handicap psychique. Mme Neuville, qui va arriver tout à l'heure, vraiment, elle, on l'a rencontrée aussi, et elle a parlé dans différentes interventions du handicap psychique. Et on sait que le président de la République en a parlé aussi dans le cadre de la conférence nationale du handicap. Donc voilà, nous sommes présents. Et ce que nous demandons en premier lieu, ce qui est une compensation pour nos proches, c'est un accompagnement. Ça a déjà été dit tout à l'heure et ça reste vrai en ce qui concerne l'insertion professionnelle. Nous avons besoin d'un accompagnement, ces personnes ont besoin d'un accompagnement dans la durée. Ça ne veut pas dire le même accompagnement pendant 3 ans. Ça veut dire qu'il y a des moments, les personnes ont besoin d'un accompagnement plus intense. Il faut qu'elles sachent, il faut qu'il y ait un veilleur et qu'on sache à qui s'adresser. Ça ne peut pas... Ça a été dit aussi, ça ne peut pas être la famille qui assure cet accompagnement. D'abord, il n'a pas forcément les connaissances pour le faire, mais c'est important que la personne, elle soit accompagnée pour entrer dans l'emploi, qu'elle soit accompagnée quand elle s'installe dans son poste et qu'elle soit accompagnée ensuite quand elle en a besoin. Je dois dire que l'accompagnement aussi, il est nécessaire pour les employeurs. Parce que c'est effectivement très déstabilisant. Moi, j'ai dirigé une structure et je sais ce que c'est d'avoir une personne qui pose des problèmes. Les employeurs peuvent être démunis par rapport à ces situations. Donc, il faut aussi qu'il y ait cet accompagnement qui soit pour les employeurs quand c'est possible. Mais pour cet accompagnement dans la durée, nous, au niveau de l'UNAFAM, on avait réfléchi à ce qui était... Avant finalement que les autres en parlent, parce que maintenant tout le monde en parle de cet accompagnement dans la durée. Mais avant, nous avions réfléchi et nous avions proposé une structure d'accompagnement, se poser le problème de financement. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'expériences qui existent. C'est vrai que l'UNAFAM n'a pas été dans les premiers à parler d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. On n'a pas été les premiers. Et il y a des associations qui ont très bien travaillé par rapport à ça. Simplement, elles avaient des financements qui étaient ponctuels. Donc, on était toujours dans l'expérimentation. Là, ce dont on a besoin, c'est quelque chose qui soit dans la durée. Ça veut dire avec des financements qui vont être... il y a un projet de convention multipartite, c'est-à-dire il y a plusieurs financeurs et ça permet d'avoir une pérennité, ce qui est important. Voilà. Je voudrais indiquer un dernier point sur ce qui est vraiment difficile au niveau de l'insertion professionnelle aujourd'hui et qui concerne là directement les politiques, c'est l'application d'un décret.
Alors, c'est l'application du décret d'août 2011 en ce qui concerne la H et la RSDAE. Alors, toujours un mot barbare, c'est-à-dire la restriction durable d'accès à l'emploi. Ce décret, c'est un frein réglementaire à l'insertion en milieu ordinaire des travailleurs handicapés. Pourquoi? Qu'est-ce que dit ce décret? Ce décret, il dit que la reconnaissance de cette RSDAE n'est compatible qu'avec une activité professionnelle inférieure à un mi-temps. Ça veut dire que si une personne est inférieure à un mi-temps, du fait de son handicap, bien entendu, si une personne touche l'âge, un peu plus de 800 €, si elle se situe en dessous de 80% de taux d'incapacité, qu'elle trouve un travail à mi-temps, elle va gagner 600 €. Est-ce que c'est un dispositif quel va être le choix de la personne? Que va dire la famille autour? Va être inquiète, etc. Donc, vraiment, il faut absolument qu'il y ait la possibilité. Le temps partiel, surtout en milieu ordinaire, c'est important pour les personnes qui sont, encore une fois, fatigables. Mais là, il y a des dispositions sur lesquelles il faut que nous avancions. Et puisqu'on va rencontrer tout à l'heure la ministre, je pense que ça va être l'occasion de le redire. Et enfin, il y a besoin de fluidité, parce que les personnes, à un moment, elles vont pouvoir effectivement être en activité. À un autre moment, il va y avoir une fatigabilité, voire une décompensation, voire de nouveau des soins plus intensifs. Et la difficulté, c'est qu'on va se trouver encore une fois en rupture. Donc il faut une fluidité dans les parcours et une fluidité dans les ressources. Pour terminer, je voudrais dire que pour retrouver une activité pour les personnes, c'est changer le regard qu'elles ont par rapport à elles-mêmes. Et activité, ça va être une activité sociale, on a parlé des GEM tout à l'heure, mais en ce qui concerne le niveau professionnel, c'est exactement pareil. Donc changer le regard, reprendre confiance en soi. Et puis c'est aussi changer le regard des autres. Et là, on a des témoignages de familles qui disent « j'ai changé, c'est une personne à qui je m'adresse, ce n'est plus un malade uniquement ». Je vous remercie. Merci. Claude Finkelstein, vous êtes la présidente de la FNAPSI. La société a-t-elle changé depuis 10 ans? Est-ce qu'elle vous regarde différemment? Et alors, en préparant cette table ronde, je me suis dit, qu'est-ce qu'on dit présidente de la FNAPSI? Est-ce qu'il faut dire patient, usager? Et déjà, le premier mot, il pose presque question. Merci. Je pense que ici, tout le monde plus ou moins me connaît ou a entendu parler de la FNAPSI. Je voudrais réagir à chaud, excusez-moi, mais je vais le faire très vite, mais j'ai besoin de le faire. Quand j'ai entendu Hélène tout de suite là. Je suis une personne dont la mère était malade. Je ne le savais pas, mais elle l'était. J'ai été élevée par une tante qui souffrait de schizophrénie. Et vous pourriez dire, j'aime bien quand j'entends parler de grands schizophrènes. Mon Dieu, pour moi, elle était grande parce qu'elle m'aimait beaucoup. Et après, elle a été internée. Elle est morte à l'hôpital par quelque chose que tout le monde connaît bien, c'est la fausse route. Hein, ça existe beaucoup chez nous. Ma sœur est malade. Je suis tombée malade à 42 ans, mais j'étais malade avant. Mais ça s'est vu quand j'avais 42 ans. Ma sœur a eu 3 enfants, dont une fille s'est suicidée, s'est pendue. Ma fille n'est pas terrible non plus. Elle s'est trouvée un mari qui n'est pas sensationnel non plus, si vous le prenez au niveau de santé mentale. Mais ils s'entendent bien. J'ai toujours dit, quand je l'ai vu arriver, ce garçon, vous êtes comme 2 petits oiseaux sous la branche, vous êtes trouvés. C'était improbable. Hein. Mais enfin, ils se sont trouvés. J'ai connu un gendre, je croyais qu'il avait des tout petits yeux qui ressemblaient à un Chinois. Maintenant, il a de très grands yeux. Il avait des tics. Maintenant, il n'en a plus. Ils ont 3 enfants que je regarde, que je couve comme une grande mère qui sait ce qui peut se passer, qui fait très attention, mais qui n'est pas trop lourde. Vous parlez un peu de l'équilibre difficile. Là, je parle des grands-mères. Hein. Mais je travaille. J'ai été 10 ans sans travailler. J'ai vu 4 ans de ma vie que je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 4 ans. Je ne m'en rappelle pas très bien. J'ai l'impression que c'est un moment, un puits sans fond, quelque chose. Je ne sais plus où j'étais.
Je ne sais même plus si j'ai vécu ces 4 ans. On me dit quand je les ai vécus, mais je ne me rappelle plus. Ma fille était présente. Ça me fait une grande peine. J'ai beaucoup de soucis pour ça. J'essaye de réparer. Ce n'était pas de ma faute, mais c'était de mon fait, comme disait ma grand-mère quand j'avais cassé quelque chose. C'est pas de ta faute, mais c'est de ton fait. Bien rappelé de ça. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qu'on oublie là-dedans. C'est le bon sens. Le fait qu'on est une société d'humains et qu'on doit se respecter les uns les autres. La loi du 11 février 2005, je me rappelle avoir emporté l'affaire. On a remporté tous les deux, hein, M. Caneva et moi-même, beaucoup de choses. Vous, c'était le handicap psychique et on vous remerciera jamais assez. Mais on avait aidé pour cette reconnaissance du handicap psychique parce que, vous savez, les usagers, les patients, on est en train, le 6 juin, on a eu notre assemblée générale, on a décidé de réfléchir sur le mot qu'on devait nous donner, le nom qu'on devait nous donner, parce qu'usager, ça ne nous va pas, patient, ça ne nous va pas, il y a beaucoup de choses qui ne nous vont pas. Donc on essaye de trouver quelque chose. Mais on avait emballé l'affaire parce que on avait fait 3 ans avant une enquête sur la reconnaissance du handicap. Est-ce qu'on voulait être reconnu comme handicap ? Et à 78%, les gens chez moi ont répondu oui, parce que ça nous donne des droits. Ça nous donne des possibilités de rebondir. Alors qu'on avait contre nous, à l'époque, les médecins qui disaient « Oh non, surtout pas reconnaître handicap, vous n'allez jamais pouvoir vous réinsérer ». Ce qui était faux. Un handicap, ce n'est pas un mot moche, ce n'est pas un mot difficile, c'est un mot qui permet de nous appuyer sur quelque chose pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Moi, j'ai une carte d'handicapé à 80% définitive. Je la sors quoi ? Une fois tous les 2 ans, quand je me sens vraiment mal, que je ne vais pas pouvoir faire une queue à un endroit, que je sens que je vais péter un câble, et que si je pète un câble, il y a des gens qui vont venir me chercher, qui vont m'attacher, qui vont me mettre dans une chambre d'isolement, et que ça, je ne veux pas. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je sors ma carte et je passe devant tout le monde. Mais une fois, quand je vais pas bien. Pourquoi ? Parce que j'ai appris, et c'est ce que j'ai entendu ce matin tout à l'heure là par cette personne, par mes pairs, qu'il faut que je fasse attention à ma vie, qu'il faut que je me respecte et que je cherche qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal et à quel moment je peux dérailler. Et ça, ce ne sont que les pairs qui peuvent apprendre ça. Voilà. Claude, est-ce que la société a changé ? Est-ce qu'on vous regarde différemment ? Alors, ça a beaucoup changé et la seule chose qui, à nos yeux, a changé quelque chose, c'est les groupes d'entraide mutuelle. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé ? Parce que c'est le terrain. C'est le terrain. Alors, on voit beaucoup de choses qui se passent. On voit des médecins qui sont toujours stigmatisants. On voit une société qui est toujours stigmatisante. On ne sait toujours pas. Et de ma journée aujourd'hui, j'ai 68 ans, je suis obligée de continuer à travailler. Mes clients ne veulent pas me lâcher. Je suis en libéral. Mais je vous assure que si j'allais voir mes clients, il ne m'en reste plus que 8, et que je leur disais, vous voyez, Claude Finkelstein, là, eh bien, c'est une handicapée psychique. Immédiatement, je n'aurais plus mon travail. Immédiatement. Parce que c'est un travail de responsabilité. Et pourtant, ils m'aiment, ils ne veulent pas me lâcher, ils me disent « Oh, madame, je travaille sur mon nom de jeune fille, attention, parce qu'il y a ça aussi. Madame Deleu, oh, si on vous avait plu, mais qui c'est qu'on va avoir ?» Pourquoi ils m'aiment bien ? Parce que je travaille, et c'est ça que vous disiez, comment inclure ces personnes. Mais entre pairs, on s'inclut très facilement, parce qu'on s'inclut avec ça. On est empathique. Ce n'est pas les paroles qui passent, ce n'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est ce qu'on se ressent l'un à l'autre. On se regarde. On voit bien, moi, quand il y en a un qui ne me regarde pas dans les yeux, je sais bien que ça ne va pas. Il ne vous regarde pas dans les yeux, vous le savez très bien. Ou quand il se tortille, ou il y a des choses qu'on voit, qu'on connaît, qu'on sait. Moi, je passe dans la rue, tout le monde rigole, ma famille. Quand je passe à côté de quelqu'un, je dis, tiens, il est bon pour chez moi, celui-là. Hop. Voilà. Ou je tends plus facilement la main à quelqu'un que je sens en souffrance psychique parce que je le sens. Voilà, c'est ça. Bon. Qu'est-ce qu'ils aiment bien mes clients ? Et pourtant, je contrôle des comptes, hein, il n'y a rien de... Mais je suis gentille. Jamais je dis à mes clients, puis c'est des gens qu'il faut appeler maîtres, hein, parce que si vous dites monsieur, une fois j'ai dit madame à une dame, oh mon Dieu, j'ai senti que j'avais fait une connerie. Quand je vois mes clients, je dis, je ne comprends pas là, j'ai très bien compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je dis, je ne comprends pas, vous pouvez m'expliquer, je laisse la possibilité, je reviens le lendemain, la possibilité de... Ça, c'est parce que je suis une personne en situation de handicap psychique.
Les autres, elles arrivent, elles disent « Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas, là. 1 et 1, ça fait 2. Chez vous, ça fait 3. C'est pas normal. Chez moi, dans ma vie, ça fait toujours 3. » Voilà. Alors là, quand ça fait 2, je suis contente. Voilà. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que ça a changé? Je dois revenir. Tu m'as libéré. Hein. Les groupes d'entraide mutuelle, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Un groupe d'entraide mutuelle à Paris, 24 rue de Maubeuge, les Neveux de Rameau. Par hasard, on est dans un local d'une personne, c'est une personne de ma famille qui possède ce local. Quand on a ouvert, elle a reçu une pétition de tous les propriétaires. Il n'y en a pas un qui a manqué, qui a dit « on ne veut pas de fous chez nous ». Maintenant, ils viennent prendre le café. Ça fait 10 ans. Voilà la différence. Merci. Le premier élément, c'est qu'il y a dans la société, en France en particulier, un certain nombre de stéréotypes, on va dire, de représentations sur le handicap en général, sur toutes les formes de handicap. Mais il y a un domaine bien particulier où il y a encore plus de stéréotypes, et je crois que ça a été très bien dit par les personnes qui viennent de parler, les 3 personnes qui se sont succédées. C'est donc la question du handicap psychique. Pourquoi ? D'abord parce que le handicap psychique qui a été donc reconnu par la loi de 2005, la grande majorité de nos concitoyens en fait ne savent pas ce que c'est. Pour l'immense majorité des Français, en fait, c'est la maladie mentale, la santé mentale. Et personne n'a identifié, en fait, en tout cas dans le grand public, et d'ailleurs ça montre bien ce que vous venez de nous dire avec les médias, le handicap psychique est beaucoup moins bien identifié. Et dans le grand public, finalement, la maladie mentale, c'est quoi? C'est, pour beaucoup, ça crée de la peur, ça crée de l'inquiétude. On l'a vu avec Madame Fickenstein qui nous raconte que quand il y a l'installation d'un GEM, eh ben, il peut y avoir des pétitions qui sont contre, parce que les noms de maladies mentales font peur, parce que c'est associé dans notre société, pour des raisons qui ne sont pas valables, évidemment, les gens associent ça à éventuellement des choses imprévisibles, de la violence, de la brutalité. Ça a été dit encore à l'instant par un journaliste de Libération. Et puis, finalement, c'est ça qui fait la différence entre le handicap psychique et les autres handicaps. Moi qui suis, de façon générale, en charge de ce domaine-là au sein du gouvernement, il y a dans la société vis-à-vis du handicap une forme de bienveillance qu'on ne peut pas nier. Chacun dit, mais oui, il faut mettre plus de moyens dans l'accompagnement, dans l'aide aux personnes handicapées. C'est quelque chose de reconnu partout. Et ce n'est pas vrai pour le handicap psychique. Il n'y a pas cette bienveillance-là. En tous les cas, on n'y est pas encore arrivé. Et c'est là-dessus aussi qu'on doit travailler. Puis j'ajouterai un dernier élément, c'est que je suis aussi en charge de l'exclusion et de la précarité, de la lutte contre l'exclusion et contre la précarité. Le handicap psychique est étroitement lié aussi à l'exclusion et à la précarité dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de tout d'un coup se découvrir une maladie psychiatrique peut créer une situation de rupture qui peut précipiter effectivement soit dans l'exclusion, soit dans la précarité. De la même façon que être en situation d'exclusion, de ne pas avoir de logement, de ne pas avoir d'emploi, eh bien, ça peut aussi entretenir, malheureusement, tous les troubles qui sont liés à la maladie mentale. Et puis c'est la traduction aussi du handicap psychique. C'est-à-dire l'environnement n'est pas favorable et ça diminue ma participation à la vie sociale et à la vie en général. Alors que faire face à tout ça ? Le premier élément, c'est évidemment de inclure beaucoup plus dans les politiques publiques les personnes elles-mêmes en situation de handicap psychique. Renforcer le rôle à la fois des personnes et le rôle des familles, ça a été dit aussi tout à l'heure.
Comment faire pour cela? Il est évident que les groupes d'entraide mutuelle sont évidemment les pionniers en la matière, et il est évident qu'il faut les développer de plus en plus, les faire connaître, parce qu'on voit bien que faire connaître les groupes d'entraide mutuelle, eh bien, cela permet aussi de déstigmatiser et de lutter contre les représentations. L'idée, c'est qu'il faudrait que les GEM y soient connus au-delà du simple voisinage d'un GEM dans une ville. C'est ça maintenant sur quoi on doit travailler. Je change de micro. Hein. J'ai épuisé le premier micro. La deuxième notion sur laquelle je souhaite qu'il faut qu'on aille plus loin, c'est celle des médiateurs pairs. Clairement, c'est quelque chose qui existe déjà et que l'on doit développer aussi pour permettre... moi, je souhaite que dans les établissements médico-sociaux, il puisse y avoir des médiateurs pairs qui apportent justement cette expertise, parce qu'il n'y a pas de meilleur expert que les personnes qui elles-mêmes vivent le handicap psychique. Vous savez, j'ai un défaut assez grave. Je suis médecin. Ouais. Et malgré ce... non, pas psychiatre. Mais vous savez... voilà, n'exagérons rien, mais... Mais le mode de pensée des médecins, vous savez, il est le même, quelle que soit la spécialité. On nous apprend beaucoup en médecine, finalement, qu'on est les sachants et que c'est nous qui faisons les diagnostics et qui apportons la bonne parole et les solutions. Heureusement, je suis dans une spécialité qui ne fonctionne pas beaucoup comme ça. Et puisque j'ai fait beaucoup de VIH dans ma vie et qu'on a finalement appris les traitements et l'observance d'ailleurs avec les patients, avec les personnes. Et finalement, il n'y a pas de meilleure façon de comprendre le handicap psychique en particulier, mais c'est vrai pour toutes les formes de handicap, que soit d'écouter des personnes, mais pour moi, la meilleure façon que j'ai de le faire, c'est de lire des livres en fait qui sont écrits par des personnes qui vivent le handicap au quotidien. Parce que ça permet d'ouvrir les yeux sur déjà les difficultés du quotidien, mais aussi la façon d'appréhender le monde, la vie familiale, la vie au travail, etc. Et donc, je crois vraiment que pour ouvrir les yeux à l'ensemble de la société, il faut de plus en plus que les personnes en situation de handicap psychique soient... puissent s'exprimer à la télévision, puissent s'exprimer elles-mêmes dans les médias. Moi, je regrette que ce soit des journalistes qui s'expriment pour dire leur point de vue. En plus, ils y connaissent... Enfin, dans le cas présent, ce que vous avez cité, c'était quelqu'un qui connaissait rien. Donc, je préférerais que ce soit les artistes eux-mêmes, en l'occurrence, dans cette exposition, qui s'expriment et qui donnent leur point de vue. Et c'est vraiment la meilleure façon de faire changer les représentations. Autre façon importante de faire changer les représentations, c'est ce que je souhaite, c'est la démarche globale du gouvernement dans le handicap, c'est développer l'inclusion accompagnée. Et c'est en particulier vrai pour le handicap psychique. Alors, c'est quoi l'inclusion accompagnée? Parce que c'est un terme quand même assez techno, il faut dire les choses comme elles sont. Par exemple, dans l'emploi. Dans l'emploi, actuellement, il y a deux organismes qui sont la GFIP et le FIPH-FP qui sont là pour financer des adaptations du poste. Mais tout de suite, on pense à l'adaptation du poste parce que quelqu'un est en fauteuil ou parce que quelqu'un est malvoyant. Voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on développe un vrai service d'accompagnement. Comme ça se fait, il y a des expériences locales dans certains endroits. Un vrai service d'accompagnement qui permette à la fois aux personnes en situation de handicap psychique d'avoir accès à un emploi, mais aussi de s'y maintenir. Parce que la réalité, elle est là. C'est que dans le handicap psychique, vous savez mieux que moi que ça se passe comme ça. Il y a des moments où ça va bien et puis il y a des moments où ça ne va pas du tout. Et donc, il faut que cet accompagnement permette, au fil de la vie, le maintien dans l'emploi. C'est donc ce sur quoi je suis en train de travailler avec la GFIP et le FIP, pour créer de vraies prestations communes, mettre les financements en commun, pour créer de réelles prestations d'accompagnement dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap psychique, qui permettent de faire tomber, d'aider la personne elle-même, mais aussi d'aider l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, à comprendre le mode de fonctionnement
de quelqu'un qui est en situation de handicap psychique et comment donc on peut intervenir pour l'aider, pour lui permettre de conserver son emploi. Donc ça a bien avancé. L'AGFIP et le FIP sont d'accord sur le principe et un de mes objectifs, c'est vraiment d'y parvenir dans les mois qui viennent parce que je pense que ça serait un changement fondamental dans notre mode de fonctionnement. Autre changement substantiel, l'ordonnance accessibilité, dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, puisque vous savez qu'il y a un collectif d'associations qui manifestent leur mécontentement sur ce sujet. Bien sûr que l'objectif, c'est l'accessibilité universelle à tous le plus rapidement possible. La loi de 2005 disait qu'il fallait que ce soit au 1er janvier 2015. Bon, ça n'a pas été fait. Donc l'objectif, c'est de regarder pourquoi ça n'a pas été fait. Et un des éléments essentiels, c'est qu'il n'y a pas eu finalement d'accompagnement dans la mise en accessibilité. Tout a été mis au même niveau et tout le monde a pensé accessibilité en termes d'accessibilité physique. On met une rampe, etc. Bon. Dans l'ordonnance accessibilité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'obligation d'inclure dans la formation initiale de tous les professionnels qui accueillent du public, vous imaginez combien c'est large ? Eh bien, la formation justement sur le handicap. Parce qu'on voit bien que l'accessibilité universelle, c'est ça, c'est avant toute chose la formation des professionnels qui accueillent. Donc, c'est dans l'obligation en termes de formation initiale, et c'est rappelé aussi pour la formation continue. Vous ne pouvez pas le rendre obligatoire, la formation continue. Vous pouvez simplement dire que les employeurs doivent proposer des formations sur le handicap. Et bien sûr que le handicap psychique fait largement partie de cette proposition. Et j'y pense notamment au sujet des MDPH. Bien sûr, les MDPH, elles sont beaucoup plus formées sur les autres types de handicap que sur le handicap psychique. C'est d'ailleurs une de leurs demandes, hein, quand on interroge les directeurs de MDPH. Effectivement, ils sentent que sur le handicap psychique, ils sont moins bien formés que sur le reste. Donc c'est un sujet qu'a pris en main la CNSA, mais avec la loi, avec l'ordonnance qui va passer, je l'espère, définitivement la semaine prochaine, eh bien, il y aura cette obligation de formation de tous les professionnels. Donc ça sera valable pour tous les établissements qui reçoivent du public. Et ça, c'est une avancée majeure. Et puis, dernier élément, pour comment faire changer la société, il y a aussi, finalement... il y en a beaucoup d'autres des éléments, je dis dernier élément, mais il y a toute la question, par exemple, de faire changer les représentations des élus, de la presse, on l'a dit, mais de l'ensemble des acteurs locaux. C'est bien le sens des conseils locaux en santé mentale. Et dans la loi santé, il y a, à l'article 13, la création d'un projet territorial de santé mentale qui donc met en cohérence l'ensemble des acteurs et surtout planifie tout ce qu'il faut faire pour améliorer. Parce que, vous le savez comme moi, finalement, la santé mentale en général, ça a toujours été associé à la psychiatrie. Alors qu'on voit bien que c'est un champ beaucoup plus large et que l'ensemble de la société, l'ensemble des élus notamment, doivent s'impliquer dans ce sujet. Pourquoi les élus ? Parce que, par exemple, l'accès au logement. Désormais, à partir du moment où on pose comme postulat que les personnes en situation de handicap psychique ne doivent pas vivre à l'hôpital psychiatrique, c'est très bien, c'est dit. Qu'est-ce qu'on fait après ? Bon, il y a les établissements médico-sociaux, très bien, mais si on veut vraiment vivre dans la vie comme tout le monde, il faut avoir un logement comme tout le monde dans la cité. Et donc l'idée, c'est vraiment de développer des formes d'habitat regroupés avec des services, avec notamment des équipes mobiles de psychologues qui viennent à domicile pour aider les personnes et pour permettre qu'elles puissent vivre en ville. Je vois que ça déclenche des réflexions. Ça existe, bien sûr, mais ça n'existe pas assez. Voilà, l'objectif, c'est de le développer. Si je le dis en tant que secrétaire d'État, ça veut dire que la volonté du gouvernement, c'est de le développer. Ça veut dire qu'il y a un groupe de travail qui travaille là-dessus actuellement, parce que l'idée, c'est de regarder les expériences telles qu'elles se font là où c'est le mieux, et de pouvoir les développer majoritairement avec les financements qui vont avec, évidemment. Mais il y a déjà, si vous voulez, les hôpitaux psychiatriques, il ne faut pas qu'ils restent enfermés sur eux-mêmes. Il y a des équipes mobiles qui ont pris l'initiative déjà de se développer. Et oui, et donc ça, il faut le développer encore plus.